La capitale française est en ébullition totale. Marine Le Pen a pris la direction de Moscou pour rencontrer Dimitri Medvedev en personne. Rien de clandestin, aucune mise en scène diplomatique de façade. Ce face-à-face direct ressemble plutôt à une déflagration politique capable de secouer les piliers mêmes de l'Europe. Alors que les formations au pouvoir, Renaissance, les socialistes et les écologistes, semblent étouffées sous une vague d'indignation, la capitale française est en ébullition totale. Marine Le Pen a pris la direction de Moscou pour rencontrer Dimitri Medvedev en personne. Rien de clandestin, aucune mise en scène diplomatique de façade. Ce face-à-face direct ressemble plutôt à une déflagration politique capable de secouer les piliers mêmes de l'Europe. Alors que les formations au pouvoir, Renaissance, les socialistes et les écologistes, semblent étouffées sous une vague d'indignation, la France observe la scène avec stupeur. Dans le même temps, les grands médias montent au créneau, dénonçant bruyamment une prétendue proximité dangereuse avec le Kremlin, distribuant presque des accusations de trahison à chaque déclaration. Mais au cœur de ce tumulte, surgit une interrogation simple et dérangeante. Pourquoi la capitale s'emballe-t-elle dès qu'une personnalité ose accomplir ce que les autorités évitent depuis des années? Engager une conversation directe avec Moscou, chercher un échange constructif plutôt que maintenir un mur de silence diplomatique? Restez bien avec moi, chers amis, car ce qui se joue ici pourrait bouleverser la trajectoire de l'Europe entière, redistribuer les cartes des alliances et ouvrir des horizons totalement imprévus. L'histoire démarre avec une déclaration officielle, presque solennelle, publiée par la délégation du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Tout tourne autour de ce que l'on appelle le symposium BRICS-OP, un grand rendez-vous international où, d'après un programme soigneusement organisé, Dimitri Medvedev intervient comme figure centrale du débat. Derrière l'acronyme BRI se cachent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais ce cercle ne cesse de s'élargir. De nouveaux pays émergents, ambitieux et déterminés s'y rassemblent désormais, animés par une volonté commune. Se libérer progressivement de l'influence occidentale qui domine depuis des décennies. Pendant que ce bloc économique élargit chaque jour un peu plus son influence et s'affirme comme un rival sérieux face à l'ordre établi, l'Europe, elle, semble vaciller. Entre la flambée des prix, des secteurs industriels fragilisés et une dépendance énergétique toujours plus lourde, le continent encaisse de plein fouet les effets des sanctions qu'il a lui-même imposées. C'est donc en Russie que la scène devait se dérouler, et plus précisément à Sotchi, la célèbre station de la mer Noire. Un lieu à la fois prestigieux et chargé de symboles. Autour d'une table ronde animée par Dimitri Medvedev, les débats promettaient d'être vifs, laissant jaillir idées nouvelles et visions inattendues. Le député RN Paul-Victor Urban n'a pas cherché à adoucir ses mots. Avec une franchise rare dans le paysage politique, il a affirmé « Les mesures punitives dirigées contre Moscou frappent directement notre pays. Elles affaiblissent notre économie et limitent notre souveraineté. Lorsque le RN sera aux commandes, ces sanctions seront supprimées sans délai afin de relancer l'activité et redonner souffle à la prospérité. » Ces propos ont résonné à Paris comme une détonation soudaine, secouant à la fois les milieux politiques et les rédactions des médias les plus alignés. D'après des informations exclusives rapportées par T-Online, une partie importante de la délégation aurait même prévu un entretien direct avec Medvedev. L'ancien président russe occupe souvent une position de messager stratégique dans les relations extérieures de Moscou, servant d'intermédiaire avec les interlocuteurs occidentaux. Reyer Rothfuss, considéré comme l'un des membres les plus déterminés du groupe en déplacement, a indiqué au site d'information qu'il participerait lui aussi à un échange approfondi avec Medvedev après la session principale. Une occasion rare pour des discussions franches et directes. Déjà l'an dernier, cette rencontre avait laissé une impression marquante. Les participants y avaient trouvé un espace de discussion dense et nuancé, loin des clichés simplistes souvent répétés dans les médias, offrant une analyse complexe des grands équilibres géopolitiques du moment. Stéphane Cotter, autre membre de la délégation et député aguerri au tempérament résolu, s'est exprimé dans un entretien accordé à l'AFP. Sans détour, il a affirmé « Aujourd'hui, nous sommes parmi les rares à défendre réellement les intérêts de la France, des intérêts que le pouvoir en place semble avoir abandonnés au profit d'un suivisme atlantiste. » Il a détaillé sa vision avec précision.
Il faut garantir aux familles, aux chercheurs et aux entreprises un accès à une énergie abordable. Nous devons aussi promouvoir une diplomatie tournée vers la paix afin d'éviter toute escalade. Et bien sûr, établir des relations solides avec les pays du BRICS pour développer de nouveaux débouchés économiques. Cotter a toutefois reconnu que le déroulement exact des discussions restait encore à préciser, tout en soulignant que les perspectives semblaient encourageantes. En Russie, il n'est d'ailleurs pas un visage inconnu. Sa participation à l'émission très suivie du présentateur Vladimir Soloviev lui a déjà valu d'être immédiatement accusé, par certains critiques occidentaux, d'être trop proche de la communication officielle russe. Mais au fond, n'est-ce pas là la définition même de la diplomatie? Dialoguer avec l'autre partie, entendre ses arguments et tenter de trouver des points de convergence, plutôt que l'ignorer ou le réduire à une caricature. D'ailleurs, ce déplacement a été préparé de manière transparente. Itinéraire précis, objectifs clairement exposés, tout est consigné afin d'éviter les soupçons ou les polémiques inutiles. Entre le 13 et le 16 novembre, certains évoquent même une prolongation jusqu'au 17, Cotter et Rothfuss doivent se rendre à Sotchi pour participer au symposium international de type BRICSOP. Le choix de cette ville au bord de la mer Noire n'est pas anodin. Elle combine une forte portée symbolique avec une organisation logistique idéale. Rothfuss y prendra également la parole lors d'une intervention dédiée, où il exposera ses analyses détaillées sur l'évolution des relations internationales. Un document interne du RN, transmis de manière confidentielle au studio central de la RD dans un souci de transparence, précise avec soin les objectifs de ces déplacements. Plusieurs destinations sont mentionnées: la Turquie, le Kirghizistan, les États-Unis et, bien sûr, 2 visites stratégiques en Russie, notamment à Sotchi, afin de consolider des relations durables. Quant au budget, il est clairement établi. 4 050 € pour l'un des participants, 2 000 pour l'autre. L'ensemble des dépenses est couvert par le groupe parlementaire, ce qui est présenté comme une gestion rigoureuse de l'argent public. Le groupe de travail chargé des affaires étrangères a validé ce déplacement sans la moindre controverse, preuve d'un accord interne solide. Stéphane Cotter, vice-président du groupe et figure importante du comité des affaires étrangères, a expliqué calmement sur ARD: « J'ai donné mon feu vert à ce voyage car il est temps d'approfondir nos échanges avec la Russie et de les rendre plus réguliers et concrets. » Selon lui, après avoir récemment développé des relations soutenues mais prudentes avec les États-Unis, notamment autour de projets économiques, il devient désormais essentiel de raviver les liens historiques avec Moscou afin de rééquilibrer la stratégie diplomatique française. La proximité de Cotter avec la Russie n'est un secret pour personne, et lui-même ne s'en cache pas. Il la revendique même ouvertement, argument à l'appui. Une attitude partagée par Marcus Frodmir, président du groupe de travail concerné. Celui-ci avait d'ailleurs annoncé récemment, avec un certain enthousiasme, un déplacement à Moscou, projet finalement suspendu pour des raisons tactiques, du moins pour le moment. Mais la véritable question demeure: que s'est-il réellement déroulé à Moscou durant cette visite? Loin des regards indiscrets, sans caméra ni microphone pour capter chaque mot, Marine Le Pen aurait mené un échange stratégique d'une grande profondeur. Une discussion qui, selon certains observateurs, pourrait remettre en cause les équilibres actuels et bousculer les certitudes de l'ordre international. Il ne s'agissait pas d'une simple rencontre protocolaire destinée à échanger des politesses. Derrière cette visite se dessinait une initiative stratégique d'une ampleur considérable, centrée sur des enjeux majeurs. Au cœur des discussions, l'idée d'un cessez-le-feu rapide pour mettre fin aux souffrances, des garanties de sécurité crédibles pour l'Ukraine afin de stabiliser la région, ainsi qu'un nouveau cadre pour des négociations internationales renouvelées. Une proposition de ce type pourrait offrir à l'Europe une respiration dont elle a cruellement besoin. Le temps de réfléchir collectivement, de calmer les tensions et peut-être d'éviter une escalade incontrôlable. Dans cette perspective, le déplacement de Marine Le Pen en Russie ne relève ni d'une simple provocation, ni d'un exercice théorique. Il s'apparente plutôt à un moment charnière pour la scène géopolitique européenne. En exprimant ouvertement ses positions, elle formule avec assurance ce que beaucoup de citoyens murmurent distraitement dans les cafés ou autour de la table familiale. Le projet porté par Macron ne se contente pas de compliquer davantage les relations déjà fragiles avec Moscou.
Selon certains observateurs, il pourrait aussi ébranler l'équilibre intérieur de la France, avec des conséquences possibles sur l'emploi, l'énergie et même la sécurité nationale. Concrètement, que signifie cette stratégie pour les Français? Dans de nombreux médias occidentaux, l'idée est présentée comme une trouvaille brillante, utiliser les fonds russes gelés. Sur le papier, transformer environ 140 milliards d'euros en prêts sans intérêt destinés à l'Ukraine peut sembler ingénieux, presque pragmatique. Mais à Moscou, la lecture est tout autre et l'indignation y est loin d'être feinte. Du point de vue russe, cette initiative ne ressemble pas à une simple tension diplomatique supplémentaire. Elle est perçue comme une attaque économique frontale, une mesure jugée hostile et contraire aux règles internationales. Pour Moscou, ces actifs bloqués ne représentent pas simplement de l'argent immobilisé dans des comptes. Ils constituent une base essentielle pour les investissements énergétiques, l'équilibre économique du pays et, plus largement, sa souveraineté. Les détourner pour soutenir militairement l'Ukraine est considéré par le Kremlin comme une provocation majeure, franchissant clairement une limite jugée inacceptable. Marine Le Pen, de son côté, affirme avoir immédiatement compris l'ampleur de l'enjeu. Selon ses partisans, son déplacement en Russie n'avait rien d'un simple geste médiatique destiné aux caméras. Il s'agissait plutôt d'une démarche réfléchie visant à éviter, selon eux, une décision stratégique qui pourrait coûter cher à la France à long terme. Par cette initiative, elle tente de se positionner non plus seulement comme une opposante déterminée, mais comme une actrice incontournable dans un jeu international complexe où se dessinent des choix dépassant largement les frontières françaises. À Paris, l'atmosphère serait devenue particulièrement tendue. Dans les cercles du pouvoir, les discussions se multiplient à voix basse et l'inquiétude semble palpable. Les couloirs politiques bruissent de rumeurs, comme avant l'arrivée d'une tempête. Emmanuel Macron se retrouve ainsi dans une situation délicate, pris entre deux pressions opposées qui réduisent considérablement sa marge de manœuvre. D'un côté, la pression venue de Washington et de Bruxelles ne faiblit pas. Les deux capitales soutiennent sans réserve la stratégie de Macron, considérant que l'utilisation des actifs russes gelés constitue un levier indispensable pour maintenir la pression sur Moscou. Pour eux, reculer maintenant serait interprété comme un signe de fragilité de l'Occident et fragiliserait la posture internationale que le président français cherche à incarner. Mais à l'autre extrémité de l'échiquier, Moscou adopte un ton tout aussi ferme. Si Paris persiste dans cette voie, toute perspective de règlement négocié pourrait disparaître, ouvrant la porte à une spirale d'escalade difficile à maîtriser. Face à cette situation, Emmanuel Macron se retrouve devant un véritable casse-tête politique. S'il choisit de céder aux avertissements venus de Russie, il risque de perdre de la crédibilité sur la scène intérieure et d'affaiblir son camp. Mais s'il maintient le cap coûte que coûte, la France pourrait se retrouver de plus en plus isolée sur le plan international. Les conséquences pourraient alors s'enchaîner. Tensions économiques durables, incertitudes énergétiques qui pèsent sur les factures des ménages, crispation diplomatique accrue. Autant d'éléments qui, combinés, pourraient créer une situation extrêmement instable. Et comme si cela ne suffisait pas, le climat s'est encore tendu après une prise de parole remarquée de Vladimir Poutine. Le président russe a évoqué directement le Rassemblement national, adressant au passage une critique à peine voilée aux élites politiques parisiennes. Il a insisté sur le fait que, pour Moscou, ce parti constitue un interlocuteur sérieux et digne de considération. Dans le même temps, il a dénoncé la manière dont, selon lui, l'opposition est traitée en France, évoquant une forme de pression politique discrète mais efficace. Dans cette lecture, toute voix qui s'écarte de la ligne officielle se voit rapidement accusée d'être proche du Kremlin. Les critiques adressées au pouvoir sont parfois présentées comme des menaces pour l'État ou la République. Aux yeux de Poutine, une telle attitude ne correspond pas à l'image d'une démocratie exemplaire, mais plutôt à une dérive plus autoritaire qu'on ne le reconnaît publiquement. Il est même allé jusqu'à rappeler un épisode historique controversé. Après l'échec de son putsch en 1923, Adolf Hitler fut emprisonné avant de transformer cette défaite en tremplin politique. Le parallèle, volontairement provocateur, visait à souligner une idée simple. Réprimer trop durement une opposition peut parfois produire l'effet inverse et renforcer son soutien populaire. Le président russe a également tenu à préciser un point qu'il juge essentiel. Selon Moscou, aucune trace de néonazisme n'existe au sein du Rassemblement national.
Il a rejeté ces accusations comme étant infondées. À ses yeux, toute force politique qui prône des relations équilibrées et pragmatiques avec la Russie mérite d'être considérée comme un partenaire légitime. Pour lui, la manière dont ce parti est traité en France illustrerait une contradiction profonde. D'un côté, une forme de mise à l'écart interne proche de la censure, et de l'autre, une diplomatie extérieure guidée par des alliances choisies selon des critères variables. Puis est venu l'épisode de Saint-Pétersbourg, moment charnière de cette séquence. Lors du Forum économique international, Vladimir Poutine a prononcé un discours très remarqué. À cette occasion, il a évoqué directement Emmanuel Macron et adressé à la France une invitation inattendue. Si Macron décide de me contacter personnellement, nous sommes prêts à engager un dialogue sérieux et constructif. Une phrase brève, mais suffisamment forte pour provoquer une onde de choc dans la salle comble et se propager rapidement dans les médias du monde entier. Ainsi, une grande puissance nucléaire se dit prête à ouvrir la porte à des discussions de paix avec la France, tandis que Paris semble répondre par un silence presque glacial. Dans le même temps, Poutine a lancé un avertissement très clair. Si des soldats français étaient envoyés en Ukraine, entraînant une implication directe, les relations entre les deux pays pourraient être irrémédiablement brisées. Selon lui, il s'agit d'un appel à la prudence et à la désescalade. Pourtant, Emmanuel Macron semble privilégier une autre voie. Livraison d'équipements militaires avancés, soutien financier massif à Kiev et implication croissante dans un conflit indirect dont les conséquences pourraient toucher directement les intérêts français. Prenons un instant pour examiner Emmanuel Macron de plus près, en observant attentivement ses déclarations et ses décisions. Le chef de l'État n'hésite pas à qualifier Vladimir Poutine de pire criminel de guerre de notre époque. Une formule lourde, presque théâtrale, destinée à projeter l'image d'un dirigeant ferme et moralement irréprochable. Pourtant, dès que l'on gratte un peu sous la surface, un regard critique révèle rapidement les contradictions qui entourent ce discours. Car une question revient inévitablement. Où se trouve la même indignation lorsque les fautes proviennent du camp occidental? Pourquoi ce silence lorsque Gaza est ravagé par des bombardements ou lorsque l'Irak a connu des opérations militaires ayant coûté la vie à de nombreux civils? Dans ce contexte, les déclarations de Macron peuvent apparaître comme de simples formules politiques, impressionnantes dans la